Pourquoi l'échec et la critique sont des opportunités? Hello à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager les raisons pour lesquelles l'échec et la critique sont des opportunités. Oui, vous avez bien entendu, l'échec et la critique sont des opportunités pour grandir, pour évoluer, pour se poser les bonnes questions, pour avancer et peuvent même être source d'épanouissement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite de cette vidéo. D'avance, n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires, à lâcher un petit pouce et à vous abonner. Et c'est parti! L'échec est le secret de la réussite. Toutes les personnes que tu admires, que ce soit des personnes du monde des affaires, du monde du cinéma, des personnes connues, etc., ce sont toutes des personnes expertes de l'échec. Quand tu réussis très fort dans un domaine, tu es un professionnel de l'échec. Pourquoi? Parce que quand tu as un objectif, un rêve, tu vas forcément mettre en place des actions. Et crois-tu que tu vas réussir du premier coup? Crois-tu que directement comme ça, les choses vont arriver? Non, tu vas tomber, te relever, retomber, te relever. Tu vas apprendre de tes erreurs, tu vas apprendre de tes échecs. Donc l'échec, c'est vraiment une source d'apprentissage. Grâce à l'échec, tu vas trouver des solutions, t'ajuster. Et les personnes qui réussissent le plus dans la vie, ce sont des personnes qui ont tiré des enseignements, tiré une richesse de leurs échecs. Si tu as un objectif, si tu as un rêve, ne laisse pas la peur te paralyser, ne laisse pas la peur te bloquer pour agir, parce que si tu as un rêve, si tu as un objectif, finalement tu n'as rien à perdre, donc autant essayer. La seule chose qui puisse t'arriver, c'est d'être fier de toi à la fin d'avoir essayé et aussi d'inspirer les autres. Les choses que tu peux peut-être perdre, c'est par exemple ton temps, ton énergie ou de l'argent, mais en fait si tu fais quelque chose qui te plaît vraiment, si c'est quelque chose qui te passionne, qui te nourrit, finalement tu perds rien, parce que ça c'est du temps que tu as investi dans quelque chose qui te plaît. Et surtout à la fin de ta vie, toutes les personnes qui vont te critiquer, à la fin elles seront pas là. Le jour de ta mort, il n'y aura que des gens qui t'aiment autour de toi, et tous les haters, tous les gens qui t'ont critiqué ne seront pas là. Donc à chaque jour, prends des décisions qui te rapprochent un peu plus de ton objectif. Et surtout, demande-toi, est-ce que la décision que je prends va me rendre fière à la fin de ma vie? Quand on a un projet, quand on a un objectif, faut pas faire n'importe quoi sans filet de sécurité. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser la méthode SMART. Donc c'est une méthode qui permet d'atteindre ses objectifs selon 5 conditions. La première condition, c'est qu'il faut que l'objectif soit spécifique, il faut que l'objectif soit mesurable, acceptable, il faut que l'objectif soit réaliste et temporairement défini. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une deadline, vous vous dites à cette date-là, cet objectif doit être atteint. Il faut savoir aussi que quand quelqu'un se fixe un objectif qui est important pour lui et qu'il a vraiment envie de faire, qui le passionne et qui l'intéresse vraiment, alors c'est la partie du lobe préfrontal du cerveau qui s'active le plus. Le cortex préfrontal constitue une des 3 régions du cortex frontal situé à l'avant du cerveau. C'est en fait le centre exécutif du cerveau dont les missions vont être la planification, l'organisation, l'intuition, la créativité, la régulation des émotions et l'empathie. Et il faut savoir aussi que le cortex préfrontal joue un rôle important dans les émotions et les troubles de l'humeur. Par exemple, une dépression s'accompagne d'une baisse d'activité du cortex préfrontal. Quand tu vas te fixer un objectif qui est vraiment important pour toi, c'est la partie du lobe préfrontal qui va s'activer. Et si jamais tu te fixes un objectif qui n'est pas vraiment important pour toi, mais tu le fais pour X raisons, pour plaire aux autres ou pour correspondre aux attentes qu'on a de toi, alors dans ce cas-là, c'est plutôt l'amygdale, la partie du cerveau qui gère tout ce qui est la peur, le danger. C'est cette partie-là qui va s'activer. Donc l'amygdale, c'est la partie du cerveau qui gère la peur et le danger. Et c'est aussi une partie qui gère la gratification immédiate. Donc c'est à cause de l'amygdale que par exemple, au lieu de faire ton objectif qui n'est pas vraiment important pour toi, tu vas vouloir aller sur Netflix ou avoir un plaisir immédiat parce que c'est l'amygdale qui va, entre guillemets, prendre le contrôle de ton cerveau pour avoir une gratification immédiate au lieu de te concentrer sur ton objectif qui en fait n'est pas véritablement important pour toi. Ceux qui ont eu un parcours très inspirant, ce sont des personnes qui ont surmonté des échecs, qui ont dû faire face à des difficultés, qui ont relevé des épreuves. Ce sont ces personnes-là qui m'inspirent le plus et qui sont le plus inspirantes, je trouve. Je suis pas inspirée par les gens qui ont tout eu depuis le début et qui n'ont pas surmonté de difficultés. Non, les personnes les plus connues sont à la fois aimées et rejetées.
c'est-à-dire qu'elles sont critiquées, rejetées, rabaissées au même niveau qu'elles sont aimées. Donc en fait, autant être soi-même. Par exemple, Charles Darwin, qui avait une passion pour la collecte des espèces vivantes et personne ne comprenait dans sa famille, ses parents ne comprenaient pas, travaillait pas très bien à l'école et ses parents n'arrivaient pas à le motiver. En fait, c'était pas une question de motivation, c'est-à-dire que Charles Darwin, lui, ce qui l'intéressait, c'était de récolter des espèces vivantes mortes et de les analyser. Donc il les ramenait à la maison, ses parents ne comprenaient pas. Puis un jour, il a décidé de faire un tour du monde non rémunéré pour ramasser des espèces vivantes aux quatre coins du monde et de les analyser. Et en fait, grâce à ça, c'est là qu'il a découvert la théorie de l'évolution. Même quand personne ne comprend votre rêve, si vous êtes vraiment intéressé et passionné par ça, vous allez finir par y arriver. La théorie de l'évolution, c'est le fait de dire que toutes les espèces vivantes aujourd'hui ont un ou plusieurs ancêtres communs et que cette évolution vient d'un processus de sélection naturelle. Également, Michael Jordan, il a été viré de son équipe de basket quand il était au lycée et il a d'ailleurs dit, je cite, « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu près de 300 matchs, 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté, j'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie et c'est pourquoi je réussis. » Thomas Edison, qui est lui aussi un très grand scientifique, n'a pas toujours été reconnu pour ses grandes inventions. Par exemple, à l'école, on lui disait que c'était un hyperactif trop bête pour apprendre quoi que ce soit. Et pourtant, Thomas Edison, c'est celui qui a inventé l'ampoule électrique, par exemple. Vous voyez que toutes ces personnes qui sont aujourd'hui très connues, qui sont aujourd'hui très reconnues en tant que scientifiques, en tant que professionnels dans un domaine précis, sont des personnes qui, à la base, soit personne ne les croyait capables, soit ils ont fait face à de nombreux échecs, mais en fait ce sont ces échecs-là qui ont fait la personne qu'ils sont devenus et c'est grâce à ces échecs aussi que aujourd'hui leur parcours est si inspirant. Donc c'est vraiment important de transformer l'échec en opportunité. Carol Dweck, qui est une professeure de psychologie à l'université de Stanford aux États-Unis, qui a travaillé un petit peu sur comment l'état d'esprit des gens peut influencer leur vie et elle a décrété qu'en gros il y avait deux types de personnes, ceux qui avaient un mindset de développement, donc c'est le growth mindset, et ceux qui avaient un état d'esprit fixe, le fixed mindset. Et Carol Dweck, elle a fait plusieurs études sur le sujet. Pour les personnes qui ont un mindset de croissance, un mindset de développement, donc le growth mindset, quand ces personnes-là vont faire face à des difficultés, à des échecs, à des épreuves, en fait ça va surtout être, comme je le disais, le lobe préfrontal qui va s'activer. Du coup, l'échec reste inconfortable, mais ça va leur donner encore plus de motivation parce que justement il y a ce lobe préfrontal qui s'active. Donc ça va leur permettre d'encore plus rebondir, de faire preuve de résilience face à cet échec. Alors que pour monsieur et madame tout le monde, quand ils font face à un échec ou à une épreuve, ça va plutôt être l'amygdale qui va s'activer, c'est-à-dire la partie du cerveau qui s'occupe de la peur, du danger. Les personnes qui ont un état d'esprit fixe pensent que leurs capacités et leurs talents sont fixes, c'est-à-dire qu'ils pensent par rapport à ce qu'ils sont. Je suis nulle en maths, c'est comme ça changera pas. Je suis nulle en dessin, c'est comme ça changera pas. Donc finalement, c'est le fait de dire je suis ainsi, ça ne changera pas et je ne mets rien en œuvre pour progresser. L'échec, l'erreur ou la critique définit ma valeur. Alors qu'avec un état d'esprit en développement, en fait, les gens qui ont cet état d'esprit pensent au contraire que c'est avec l'effort, c'est avec la persévérance que les compétences vont se développer et ils se réfèrent pas du tout à qui ils sont mais à ce qu'ils peuvent faire. Je n'y arrive pas encore mais je vais y arriver, je vais tout faire pour développer cette capacité, j'évolue en permanence. Donc bien sûr que grâce à la plasticité cérébrale et grâce à la capacité qu'a notre cerveau à s'adapter, on peut développer des compétences, on peut tout apprendre et c'est pas parce qu'un jour on est nul en maths qu'on le sera toute notre vie. En fait, ça c'est le mindset fixe, mais il faut savoir que grâce à la plasticité cérébrale, on peut s'adapter à tout, apprendre énormément de choses et ce tout au long de notre vie. Et c'est surtout que notre cerveau est très très bien fait, donc plus on va répéter une tâche, plus il va y avoir des connexions neuronales qui vont se faire et cette tâche va devenir ensuite un automatisme. C'est comme ça que par exemple on a appris à marcher, à conduire. Au début c'était difficile, au début on tombait quand on était petit, mais aujourd'hui c'est évident, on réfléchit même plus parce que des connexions neuronales se sont créées. Donc il y a des psychologues qui ont décidé de faire une expérience sur des enfants. En fait, ils ont donné à des enfants un test de QI à faire. En fait, après les 10 premières questions, ils ont pris les élèves qui ont été les meilleurs, qui ont répondu parfaitement au questionnaire, au test de QI, et ils ont scindé le groupe en deux. À une partie des enfants, ils les ont complimentés pour leur intelligence en disant bravo, tu as eu un très bon score, tu es super intelligent. Et l'autre groupe des enfants, où en fait ils ont basé leur réussite sur leur effort. Donc ils ont dit bravo, tu as réussi, tu as dû travailler très dur pour ça, bravo pour tes efforts. Et en fait on s'est rendu compte que les compliments qui sont basés sur l'intelligence poussent l'enfant à avoir un esprit fixe
et les compliments qui sont basés sur l'effort et sur le fait que l'enfant a travaillé dur, ça va pousser l'enfant à avoir un esprit de croissance, un growth mindset. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les enfants qui étaient complimentés juste pour leur intelligence et pas pour leur effort, c'est des enfants qui ensuite voulaient faire des tests beaucoup plus faciles, ils n'avaient pas envie de se surpasser, alors que les élèves, les enfants qui étaient complimentés pour leur effort, le fait de leur dire qu'ils ont travaillé dur et tout, ça les a poussés à vouloir encore plus se dépasser, à faire des tests encore plus compliqués, ou en tout cas à s'améliorer. L'étude, elle montre que la manière dont on complimente des enfants, qu'on complimente des gens en général, ça va vraiment influencer l'état d'esprit qu'on peut avoir, donc le fixed mindset ou le growth mindset. Par rapport aux enfants en tout cas, c'est important de les complimenter sur ce qu'ils font et non pas sur ce qu'ils sont. La relation que tu as par rapport à la critique, le rejet, les erreurs et l'échec, ça va vraiment changer ta vie parce que les personnes qui réussissent, ce sont des personnes qui avancent malgré les critiques, qui avancent malgré les erreurs, les échecs. C'est des personnes qui ne s'arrêtent pas à ça et qui continuent d'avancer. J'avais envie de vous montrer cette vidéo YouTube où en fait c'est une petite fille qui fait une course d'athlétisme, je pense, et au début de la course, elle perd sa chaussure. Et il y a ce mini instant entre le moment où elle perd sa chaussure et le moment où elle décide de repartir. En fait, c'est une très grande source d'inspiration parce que malgré son retard, elle aurait pu abandonner, se dire qu'elle a échoué, mais elle a décidé de reprendre la course et de continuer d'avancer, de courir et d'y croire. Et finalement, elle a fini première de la course. Peu importe d'où tu commences, comment tu commences, peu importe les choses inattendues qui vont se dresser sur ton chemin, ce n'est jamais la fin tant que tu ne l'as pas décidé, ce n'est jamais un échec tant que tu n'as pas décidé. Donc continue de te relever, continue d'avancer. Par rapport à cette vidéo de la petite fille qui fait sa course, nos circonstances dans nos vies seront différentes, on a tous nos propres courses à courir, on a tous nos propres challenges, on aura tous nos difficultés à surmonter dans la vie, mais c'est une question de décision. Choisir de se relever et d'avancer, ou alors choisir que c'est fini et d'abandonner. La petite fille dans cette vidéo, elle a décidé d'avancer, de se relever et de continuer la course. Donc c'est exactement pareil pour nous. À chaque fois que vous traverserez des moments compliqués, des phases difficiles, dites-vous que tout est une question de décision. Décider de lâcher et d'abandonner ou décider de continuer d'avancer et de se battre. On est critiqué, peu importe ce qu'on fait dans la vie. Le seul moyen de ne pas être critiqué, c'est de ne rien faire, de ne rien être. Et encore, même quand on fait rien, des fois on peut être critiqué pour le fait de ne rien faire. Donc Aristote disait, ne dis rien, ne fais rien, ne sois rien. Si tu ne fais pas ce qui est important dans la vie pour toi, tu vas t'attirer des personnes autour de toi qui ne te correspondent pas. Alors que si tu fais des choses vraiment importantes pour toi, tu vas t'attirer des personnes qui te ressemblent, qui ont le même état d'esprit, des personnes qui t'acceptent tel que tu es sans que tu aies à porter un masque. Et surtout, si tu fais des choses qui ne te correspondent pas et qui ne sont pas importantes pour toi, finalement ce sont les autres qui vont dicter ce que tu dois faire dans la vie. Mais en fait, personne n'a à te dire ce que tu dois faire dans la vie. C'est à toi de décider ce que tu veux faire, c'est à toi de décider quels sont tes objectifs, qu'est-ce qui est important pour toi et de le faire. Plus tu réussis, plus tu vas être critiqué. Alors il y a plusieurs types de critiques, il va y avoir des personnes qui critiquent juste bêtement parce qu'elles n'ont rien d'autre à faire de leur vie, il y a des personnes qui vont critiquer par jalousie. Est-ce que tu as vraiment envie de ne pas créer la vie qui t'inspire juste pour des personnes qui te critiquent bêtement ou par jalousie, etc. Ton degré de réussite est directement proportionnel à la capacité que tu as à surmonter les critiques et les échecs. Par exemple, le statut de président de la République, c'est un statut qui est très très élevé dans la société, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a normalement réussi à passer toutes ces étapes et à diriger un peuple, mais pourtant il est extrêmement rejeté, extrêmement critiqué. Donc s'il n'avait pas cette capacité d'accepter les critiques, d'accepter le rejet, il ne pourrait pas être président de la République. Se faire critiquer, c'est très profitable. Pourquoi ? Parce que je peux avoir plein d'informations, mais plein d'informations sur l'autre qui me critique. En fait, c'est la théorie du miroir. Tout notre monde extérieur n'est qu'une projection de notre esprit. C'est-à-dire que tout ce qui va nous déranger, nous agacer chez l'autre, ça va refléter une partie de soi-même et ce qui n'est pas guéri en soi. Sauf que c'est pas de la faute des autres s'il y a des choses qui sont pas guéries en soi-même. En fait, il faut se dire que si quelqu'un va me critiquer, c'est que mon comportement ou ce que j'ai fait a réveillé chez l'autre une blessure émotionnelle qu'il avait déjà. Donc c'est pas ma faute s'il a cette blessure émotionnelle, mais ça peut être une blessure émotionnelle issue de l'enfance. En tout cas, les 5 blessures de l'âme, c'est donc le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Et en fait, par mon comportement, je peux réveiller des blessures émotionnelles chez l'autre et c'est parce que l'autre a des blessures émotionnelles qui sont réveillées que l'autre va me critiquer. Il ne faut pas voir la critique comme quelque chose qui vous concerne directement, mais plutôt parle de la personne qui critique elle-même. Parce que c'est cette personne-là qui va avoir des blessures, qui va avoir des failles qui ne sont pas encore guéries. Et attention, parce qu'il y a certaines personnes toxiques, comme par exemple des pervers narcissiques, qui peuvent se servir de ces informations précieuses sur vos blessures pour ensuite les retourner contre vous et essayer de vous contrôler. Par exemple, les pervers narcissiques.
On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner, à me laisser des commentaires. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Je me retrouve seul moi-même dans ce mal-être agréable. Solo je me force à l'être en restant si mal